Un mari virtuel d'Agnès Labelle. Qui de la jeune Agnès ou du vieux séducteur libanais Antoine tombera dans les filets de l'autre? Elle cherche le mariage. Un homme qui vous aime et soit aimé de vous, me lire les femmes savantes. Lui, la séduction. De Paris à New York, en passant par Genève, voici une histoire entre un homme mûr et une jeune femme romantique. Cette histoire est celle de beaucoup de femmes. Car malheureusement, dans les relations amoureuses, le rapport de force est encore souvent en faveur des hommes. Une quête d'affranchissement à suivre au travers des aventures de la jeune Agnès. Chapitre 1. Un mari, c'est un mari. Vous ne deviez pas finir par ce mot-là, il me raccommode avec tout le reste. Marivaux, le jeu de l'amour et du hasard. Un mari? Mais dis, Marie, au lieu de travailler. Quelle idée de travailler! Ah! Étonnée, je tournais la tête vers celle qui venait de dire une incongruité selon moi, et aussi amusée de cette réflexion si peu encourageante à l'aube de mon entrée dans la vie professionnelle. Eva Schliver, une Allemande, style Valkyrie, d'un certain âge, proche de 40 ans, élégante dans son embonpoint, distinguée, très 16e, venait de prononcer ces paroles historiques que j'aurais dû approfondir. Mais jeune diplômée, très enthousiaste à l'idée de faire carrière, dans une si belle profession que le droit, et en robe d'avocate, je riais de ces paroles que ma vie, me donna par la suite à méditer. Eva fut ma voisine de siège pendant les années de stage à l'école du barreau de Paris et je l'aimais beaucoup. Elle aussi, très protectrice, un peu Merkel, son fort accent dont elle ne se défie pas, même 20 ans après son séjour en France, m'aimait bien et m'invita plusieurs fois à dîner chez elle avec ma sœur Armande, qui elle aussi l'appréciait. Son appartement dans le 8e était meublé de beaux meubles allemands, et j'avais l'impression d'être à Berlin plutôt qu'à Paris. Ses repas étaient tout aussi typiques, très copieux et avec du bon vin. La première fois que j'étais allée la voir avec Armande, celle-ci avait sonné. La porte s'ouvrit et un homme, une armoire, apparut et suivi d'un autre qui s'écrièrent et nous prirent chacune dans leurs bras en nous soulevant aimablement. C'étaient des amis d'Eva, aussi juristes, qui étaient très bien élevés au demeurant, et nous reposèrent avec délicatesse sur le sol. Armande et moi rions un peu forcés, légèrement choqués par cet accueil germanique inattendu. Mais la société d'Eva était en fait très éduquée, et ses élans spontanés s'expliquaient aussi par la différence de style que ma sœur et moi avions, silhouette fine, plus jeune et très poupée. Si la vie d'après nous sépara, chaque fois que j'eus la joie de la rencontrer était partagée, et nos conversions, comme si nous ne nous étions pas vus la veille. Eva avait-elle raison? Un mari plutôt qu'un travail? Mon royaume pour un cheval? Qui était le royaume? Qui était le cheval? Mais alors avais-je tout faux? Faire ma vie, d'abord, signifiait pour moi un bon boulot, pour reprendre le terme de Jim, riche new-yorkais très gros, rentier, n'ayant jamais travaillé de sa vie. Trouver un mari et faire des enfants plus tard. Après l'ancrage sécurisé du travail, était mon credo. Le credo inculqué par ma mère, femme au foyer, artiste ayant renoncé à une carrière prometteuse de comédienne à la sortie du conservatoire de la ville de Paris, abonnée aux revues féminines et féministes, Elle, Marie-Claire et Les Arts de la Table. Et pourtant l'histoire d'Eva n'était pas gaie. Elle avait épousé un diplomate français qui avait dû la tromper et avait épousé une autre, française,
L'histoire ne le dit pas. Toujours est-il qu'Eva s'était retrouvée seule à Paris avec sa fille, une fillette de 10 ans, élevée par elle et qu'elle avait dû travailler. Pas facile pour une Allemande parlant vraiment mal le français. Mais Eva se sortit très bien de cette épreuve, était un cabinet juridique franco-allemand, travaillant avec la chambre de commerce et sans avoir à plaider trop souvent, heureusement. Au lieu de dire gauche, elle disait gauche. Et son ex, Eva n'en parlait pas trop, sauf le jour de son enterrement, auquel elle avait été en catimini, se cachant derrière un pilier de l'église. Elle devait me dire qu'elle avait vu la jeune veuve et qu'au fond, elle avait bien fait de divorcer. L'autre, elle n'avait eu que les restes. La fille d'Eva lui fit un grand coup. Très brillante, elle s'est pris d'un juif de famille particulièrement radicale. La perspective d'épouser une Allemande était pour la famille de son futur mari un tremblement de terre, et Eva, bavaroise, était quand même ennuyée. Il fallait qu'Annelise trouve un Ariel. Ah, ce n'est pas possible. Ah, elle est comme son père. Et les enfants? Tu te rends compte? Ah, c'est terrible. Je la rassurais. De toute façon, tu n'y peux rien. Elle l'aime. Et puis tu verras, ça s'arrangera. Cela s'est arrangé. Ils travaillent tous les deux à Bruxelles et pour les enfants, il n'y a pas de problème. Et voilà. Donc le mariage, c'est bon. Après tout, pourquoi pas? Oui, mais ce n'est pas si simple. Il faut trouver. Et c'est cela le plus dur. Les hommes se méfient maintenant, car au fond, la libération des femmes, qui l'a voulu? Les femmes? Que nenni! Au début, ce sont les hommes qui ont initié le divorce pour se libérer. Souviens-toi de Napoléon. Et qui les a mis au travail, les femmes? Les hommes. Tu travailles, pas de pension alimentaire, c'était le terme à l'époque. Une pension alimentaire pour nourrir la mère et les enfants et permettre au mari infidèle de se refaire une jeunesse en épousant souvent la secrétaire. Divorcerait d'une femme de 40 ans pour deux de 20. Quelle était drôle, cette blague qui circulait dans les années 70-80. Évidemment, les femmes ont pris le cheval et sont parties avec, alors que les hommes ne voulaient que leur donner juste de quoi subsister le temps d'élever leur progéniture. Tant pis pour eux. Oui, mais tant pis pour elles. Tu as voulu ta liberté, eh bien débrouille-toi. Et plus personne pour tenir la porte, ouvrir la portière de la voiture et payer la note du restaurant. Sauf si madame allait passer au lit avec le monsieur. La règle non écrite de qui paie la note du restaurant permettant tout de suite de connaître les intentions des participants. Si la femme réglait sa part, elle montrait son indépendance et, en principe, sauf exception, rentrait chez elle. Si l'homme réglait, ce qui aurait dû être la règle, même sans arrière-pensée, c'était qu'il y avait une note de glamour dans la relation et peut-être plus. Je m'amusais, quand j'étais seule à tabler, à deviner les relations des couples qui venaient dîner dans les grands restaurants de Montparnasse, situés près de chez moi. C'était assez facile. L'empressement de l'homme, sa lumière dans les yeux, montrait sans hésitation que l'affaire était faite, la femme elle aussi brillait, il y avait du peps sur leur relation. Par contre, la lecture du menu sans enthousiasme, l'absence de conversation, de regards échangés, dénotait hélas le peu de piment de la relation d'un couple usé. Je m'étais donc convaincue de ne pas chercher le mariage. Regardons avec un certain mépris un couple d'étudiants qui promenaient leur future union depuis la première année de droit et qui poursuivaient en couple le cursus universitaire la main dans la main. Une union sans heurts, harmonieuse, convenue, acceptée, avec cette sérénité d'un bonheur futur certain, probablement avec des enfants, une fois le mariage célébré. Je les appelais les mariés de l'an 2, en référence au film. Ils avaient prévu de faire carrière à la sécurité sociale, tous les deux. Ils s'étaient présentés suivant les conseils du professeur de la fac qui encourageait ses étudiants à les voir. C'était une bonne voie mal connue.
L'idée de devenir une dame de la Sécu ne me disait rien. Les accidents de travail, les indemnisations journalières, les incapacités ne me disaient rien. C'était de l'administratif, pas du droit. En plus, je ne voulais pas développer une mentalité de méfiante, cherchant la petite bête pour rejeter les demandes d'indemnisation. Cela aurait gâté ma foi en la vie, la joie, mon ambition. En avais-je une idée vague d'avocate, mais sans plus. Mais sans être un saute-ruisseau avaqué à des dossiers peu ambitieux. Le recouvrement de créances, je n'y pensais même pas, j'étais au-dessus de tout cela. Mon idée était d'obtenir mon diplôme, de bonnes notes, un job durable. Le projet d'un mari n'était pas à l'ordre du jour et je ne cherchais pas à séduire. Mon aspiration était de trouver un travail, point. Ma mère nous avait inculqué, ma sœur et moi, l'ambition d'être cultivée, indépendante, et ne nous parlait jamais du mariage. Mon père, italien d'origine avec une licence américaine à l'Est, en Pennsylvanie, n'aimait que son panier de chat. Comme il le disait parfois avec une grande tendresse, aimant nous chouchouter, ma mère, beaucoup plus jeune que lui, et ses filles. Il n'aurait pas aimé voir un garçon les approcher. En l'absence de toute politique matrimoniale, j'étais avec ma sœur relativement asexuée, désintéressée par toute cette agitation autour de moi sur les histoires sentimentales de mes camarades filles. En bibliothèque, il suffisait de regarder une pile de Dallos pour se douter que j'étais derrière. J'aurais bien aimé y passer ma vie d'ailleurs. Être un rat de bibliothèque m'aurait convenu, par la sérénité, une certaine assurance sur les valeurs de la vie que l'étude protectrice des agressions quotidiennes subies par les personnes ordinaires procure. Un peu comme les moines copistes, mes recherches pour les devoirs étaient une activité de plénitude. À la fin de la journée, j'étais fatiguée, mais heureuse d'avoir compilé, d'avoir de bonnes notes. Alors le mariage. Ma sœur Armande était comme moi. Elle avait dû m'influencer. Ce qui était d'autant plus vrai qu'étant née moribonde, un bébé miniature qui hurlait tant qu'il pouvait, elle devait me protéger. Elle, ce qu'elle n'avait jamais cessé de faire. En vacances et à Biarritz, je l'accompagnais pour jouer avec des enfants de son âge, plus grands que moi, et la consigne d'Armande, qui était souvent la chef, était Agnès, moi, elle compte pour du beurre, ce qui signifiait il ne faut pas lui faire de mal. La cause étant entendue, nous courions, faisions la course dans le sable, et c'était bien. Armande n'avait pas non plus envie de se marier. Entrée très tôt à l'école catholique, elle avait trouvé son rythme chez les sœurs de la sagesse et aurait pu, elle aussi, poursuivre une vie sereine dans la bonne odeur de cire et le silence respectueux de l'établissement. Jusqu'à la classe de philosophie qui lui donna un esprit aiguisé et indépendant. La philo la changea vraiment. Physiquement aussi, elle était plus mature, sans être rebelle ni révolutionnaire. Armande s'affirma. Nous habitions Orléans. Elle partit un samedi à Paris